Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette série Parlons d'inclusion. Je suis Marie-Hélène Desmarais, professeure à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg et je suis accompagnée de mesdames Angela Aucoin et Nadia Rousseau, euh, respectivement professeurs associés à l'Université de Moncton et professeurs titulaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ici aujourd'hui. Pour cette série, pour cet épisode, en fait, de notre série Parlons d'inclusion, notre invité aujourd'hui, c'est M. Nicolas Maheu, qui est directeur général adjoint au, au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries à Québec. Pour les gens qui sont à l'extérieur du Québec, les centres de services sont l'équivalent des divisions scolaires ou des conseils scolaires. Alors, avec Nicolas, aujourd'hui, on va s'entretenir, en fait, au sujet d'une expérience inclusive en contexte plus québécois. Alors, Nadia, je te passe la parole pour la première question. Merci, Nicolas, d'être avec nous. C'est vraiment apprécié. Peut-être qu'avant d'aller dans le vif du sujet, la question de l'inclusion scolaire, j'aimerais peut-être juste que tu nous rappelles un peu ton parcours parce qu'on ne devient pas directeur général adjoint du jour au lendemain. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours là, professionnel. Oui, bonjour tout le monde. Donc, j'ai mon parcours professionnel là, date là, depuis 25 ans, je vais le dire déjà. Je suis au sein de la même organisation depuis 25 ans. J'ai commencé par être enseignant dans une école secondaire. Donc, j'ai une formation en français et en géographie chez nous. Mais par contre, j'ai eu plusieurs expériences de travail au niveau de l'adaptation scolaire. Rapidement, là, dans mon parcours, j'ai eu un intérêt pour la gestion. Donc, je suis devenu directeur adjoint dans une école secondaire et par la suite également directeur d'établissement dans une école primaire de mon organisation qui m'ont fait voir énormément d'autres caractéristiques là, au niveau de nos élèves. Mais j'ai eu toujours à travailler avec beaucoup de classes spécialisées. Donc, au Québec, on a plusieurs classes spécialisées. Donc, dans nos écoles plus particulièrement, là, j'avais à travailler avec cette clientèle-là. Et par la suite, bien entendu, j'ai gradué vers les services éducatifs de notre centre de services scolaire pendant quelques années. Donc, j'avais plusieurs mandats à m'occuper, que ce soit au niveau de la sanction des études ou de gérer tout ce qui concerne les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement, par exemple. Et depuis maintenant 2 ans, je suis maintenant directeur général adjoint au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Merci beaucoup pour ces précisions. Là, on voit qu'il y a un long parcours derrière avant d'arriver là. J'ai une première question, en fait. Puis là, je me déplace là 2015-2016 environ, où le Centre de services scolaires, vous avez décidé, en fait, d'amorcer une réflexion, une grande réflexion sur toute la question de l'inclusion scolaire. J'aimerais ça que tu me parles de ce qui a initié. Pourquoi avoir eu le goût d'amener cette réflexion-là en profondeur? Il y a plusieurs facteurs, mais dans un premier temps, c'est l'analyse de nos données qui ont permis de constater certains faits. Premièrement, on a constaté que dans nos données de réussite de nos élèves, que les élèves qui étaient dirigés vers l'adaptation scolaire dans nos classes spécialisées dans notre organisation, grossièrement, on pouvait dire qu'ils ne diplômaient pas ou ne qualifiaient pas ces élèves-là et que lorsqu'ils rentraient dans ces classes spécialisées-là, ils n'en ressortaient pas. Donc ça, c'est un premier constat que nous avons fait comme organisation. Il y a également eu des réflexions par rapport au financement. Donc, ces élèves-là, étant dans des classes spécialisées, venaient prendre une partie importante du financement qui était dirigé pour l'ensemble des élèves, parce que c'est des groupes effectifs réduits avec ajout de ressources. Et on dénotait de plus en plus de besoins dans nos classes régulières. Donc, comment on pouvait jumeler les deux éléments ensemble? D'avoir du budget et pour s'occuper de nos élèves en difficulté, mais aussi d'avoir du budget pour nos élèves qui avaient aussi des difficultés, mais dans nos classes régulières. Donc, il y a eu cette réflexion-là qui a été amorcée à ce moment-là.
Mais principalement, là, c'est le constat que nos élèves ne diplômaient pas, ils ne qualifiaient pas, malgré énormément d'investissements en énergie et en temps aussi, puis avec beaucoup de ressources autour de ces élèves-là, faisant en sorte que ça nous a questionnés et on a amené aussi, on a amené cette réflexion-là là, à partir de ce moment-là. Toujours dans cette même visée, Nicolas, donc vous avez fait des constats et suite à ces constats-là, vous avez décidé d'amener des changements, hein, changer quelque chose ou du moins questionner certaines pratiques. Est-ce que c'est possible de nous partager un peu la nature des changements qui ont été apportés, peu importe à quel niveau, là? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour tenter de mieux soutenir l'ensemble des élèves de vos écoles? Bien, c'était un long parcours. Dans un premier temps, si j'ajoutais à ma réponse précédente, c'est qu'on avait constaté aussi que on avait une progression fulgurante là, du nombre d'ouvertures de nouvelles classes spécialisées parce que les besoins étaient de plus en plus grands. Donc, c'était dans un premier temps de travailler avec un comité directeur, je veux dire comme ça, avec lequel on s'est associé avec une experte en la matière, une chercheure en éducation. Donc, pour ne pas la nommer, Nadia nous a accompagnés, notre centre de service scolaire, pour amener cette réflexion-là. On a travaillé beaucoup par rapport aux phases du changement. On voulait, puisque c'est un changement de philosophie, il a fallu travailler dans un premier temps à travailler sur les valeurs et croyances de notre monde, parce que c'est pas que les gens ne veulent pas s'occuper des élèves en difficulté, mais ils avaient la perception que le meilleur service pour ces élèves-là était la classe spécialisée. Donc, il a fallu travailler sur les valeurs et croyances, mais il a fallu aussi leur faire voir aussi les gains qu'il y avait à garder des élèves dans les classes régulières. Donc, on a eu plusieurs démarches. On a travaillé dans un premier temps avec un comité directeur, avec un comité de pilotage aussi par la suite qui était constitué de différentes directions d'établissement. Et on a par la suite amené cette réflexion-là à tous nos gestionnaires dans notre organisation pour que ça devienne une priorité organisationnelle. Le but que nous avions n'était pas de faire de l'inclusion pure, c'est-à-dire de fermer toutes nos classes spécialisées, loin de là. Il y a une philosophie, une culture au Québec là, par rapport à ça. Ce n'était pas cette intention-là que nous avions, mais notre intention était de davantage alimenter et de mieux outiller tous les membres du personnel au niveau de leurs valeurs et croyances, mais aussi par rapport aux différentes pratiques qu'ils peuvent mettre en place pour soutenir l'inclusion. Au départ, on va parler d'intégration de nos élèves dans les classes régulières, mais notre intention était d'aller plus loin et de parler d'inclusion. On a amené aussi tout le principe, ça concordait avec l'arrivée de la politique sur la réussite éducative au Québec, toute la définition de qu'est-ce que la réussite éducative par rapport à la réussite pure de diplomation que nous connaissions. Donc, ça a amené aussi une philosophie, comment on peut soutenir l'évolution de nos élèves, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour les garder le plus longtemps possible à l'intérieur de la classe régulière, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme accompagnement aussi à ces élèves-là. Donc, il y a eu une réflexion par rapport à toute l'organisation de nos services complémentaires. Il y a eu une réflexion par rapport aussi aux différentes pratiques universelles qui peuvent être mises en place auprès des enseignants et des professionnels, pratiques efficaces, mais aussi universelles. Donc, on a abordé notamment la conception universelle d'apprentissage avec nos gestionnaires, mais aussi avec des groupes de travail pour essayer de percoler. On est quand même une très grosse organisation, à plus de 33 000 élèves, maintenant près de 5 000 employés. Donc, c'est assez difficile de faire un changement de culture, un changement de philosophie globalement, mais on a vu des gains importants. On a également changé notre structure d'accompagnement avec l'arrivée des professionnels en inclusion scolaire. Donc, ça, c'était un premier pas, d'avoir des experts qui pouvaient pas juste être experts du diagnostic et cliniquement, mais être experts aussi des bonnes pratiques pour soutenir les élèves dans la classe. Et aussi des changements au niveau de notre leadership partagé. Donc, mise en place de différents, on a mis en place des enseignants lead dans chacun de nos établissements primaires, enseignants
qui avait comme responsabilité d'aller chercher un peu plus de bagages experts et d'accompagnement pour mieux soutenir à l'époque l'intégration des élèves, notamment des élèves autistes qui étaient en forte recrudescence là, en raison notamment de la prévalence là, du nombre d'élèves qu'il y a au niveau de notre province. Donc, globalement, c'est des gros morceaux, des gros pans de mur qu'on a fait, dont on est très fiers, des éléments qui demeurent encore dans notre organisation, qui servent à soutenir ce qu'on appelle maintenant répondre aux besoins de la diversité de nos élèves et non juste à l'inclusion. Donc, c'est vraiment répondre à la diversité de nos élèves parce que même avec la présence de classes spécialisées, il y avait une diversité d'élèves dans nos classes régulières qui demandaient, sans même parler d'inclusion des élèves qui étaient exclus, je vais le dire comme ça, des ajustements au niveau des pratiques pour répondre aux besoins de ces élèves-là. C'est tellement intéressant, Nicolas. On dirait que j'ai plein de questions. Je ne sais presque pas par où commencer. Mais la première question, là, je te ramènerai au tout début de ton intervention quand tu nous disais là, que vous aviez d'abord commencé à travailler sur les croyances puis les attitudes des enseignants. Dans un système québécois où le réflexe, c'est quand même encore de placer les élèves à grands besoins dans une salle de classe spécialisée et non dans la salle de classe ordinaire, comment on convainc des enseignants que c'est la salle de classe régulière qui est la meilleure option pour les élèves? Premièrement, c'est en s'assurant que nos gestionnaires adhèrent à cette vision-là dans un premier temps et que nos services complémentaires, quand je parle de services complémentaires, je parle de nos psychologues, nos psychoéducateurs, nos orthophonistes et nos orthopédagogues, y adhèrent également. Donc, pour qu'on ait des gens dans chacun des milieux qui soient en cohérence avec cette philosophie-là. Mm-hmm. Et c'est d'outiller aussi ces gens-là puis leur donner l'information parce qu'il y a beaucoup de désinformation là-dedans qu'on pense que, par exemple, qu'un élève qui a un problème de langage va mieux s'améliorer lorsqu'il va être dans une classe pour traiter son problème de langage, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Quand il est en contact d'élèves là, qui n'ont pas de ce type de problème-là, on va le rehausser, on va l'amener vers le haut. Donc, c'est d'amener des exemples comme celui-là qu'on a partagé, qu'on a amené. On a amené des faits, aussi des faits observables. Et de là, de travailler avec Nadia nous a permis d'alimenter notre réflexion et notre argumentaire. Est-ce que ça a été facile et simple? Pas du tout. Est-ce que c'est gagné à 100% 7 ans plus tard? La réponse est non. C'est une philosophie qui est très longue à implanter. Par contre, on voit énormément de changements culturels. On voit des gens qui vont en faire encore, des intervenants, des enseignants qui vont en faire encore plus et qui vont voir la classe spécialisée de plus en plus comme un dernier recours et non comme une solution prioritaire à une problématique. Donc déjà, ce changement-là de philosophie a permis à plusieurs élèves de rester dans les classes régulières. On a quand même continué d'avoir des classes spécialisées et on en a d'autres. Ils évoluent moins vite en nombre que ce qu'ils par rapport à la séquence qu'on voyait venir. Cependant, il y a encore des besoins très grands. Il y a des enseignants et des membres du personnel qui sont démunis rapidement ou pas si rapidement, mais qui sont démunis face à des problématiques d'élèves. Ce qui fait en sorte que parfois, il y a des décisions déchirantes qui doivent être prises. On a structuré aussi nos comités, nos critères d'admission, nos comités d'admission, donc pour s'assurer que toute la démarche d'accompagnement a été faite, qu'on ait été le plus loin possible dans notre accompagnement avant de diriger un élève vers une classe spécialisée. On est allé aussi documenter ce que dit la jurisprudence au Québec par rapport à ça. Donc, on est allé documenter par rapport à la contrainte excessive. Qu'est-ce que la contrainte excessive versus dans quel moment on a le droit de dire qu'on est en contrainte excessive puis que l'élève n'a plus sa place dans une classe régulière versus une classe spécialisée ou même un arrêt de scolarisation, à la limite, là, dans certains cas. Donc, c'est tous des éléments qu'on a été chercher pour alimenter nos professionnels des services éducatifs, mais aussi des différentes écoles et nos gestionnaires pour soutenir le changement.
Dans ce que tu évoques, Nicolas, on voit qu'il y a eu vraiment un travail de fait au sein du centre de service auprès des directions, auprès des enseignants. Donc, c'est vraiment là, tout le système, en fait, là, qui a été un peu empreint de ça. Tu as dit que vous aviez fait des gains importants. Fait que là, on comprend qu'à travers tout ça, il y a eu des changements, des démarches, des structures qui ont été questionnées, modifiées. C'est quoi les gains importants? Bien, les gains importants, c'est, je crois qu'on a réussi avec les années à alimenter davantage les membres du personnel qui ont un coffre à outils beaucoup mieux garni pour répondre aux besoins des élèves, qui soient dans la classe régulière. On avait travaillé aussi sur un credo. À l'époque, là, on s'était doté d'un credo pour dire bien, dans quelles circonstances on accepterait qu'un élève ait en classe spécialisée. Donc, ça aussi, c'est venu faire en sorte que ça a changé la philosophie, comme je le rapportais un petit peu plus tôt, que la classe spécialisée n'est pas une première option à envisager. Donc, on va faire plusieurs actions avant de diriger un élève vers cette option-là. Donc, ça, c'est un premier changement. Mais aussi, je pense qu'il y a eu des gains appréciables pour tous les autres élèves aussi par rapport aux différentes pratiques pédagogiques dans la classe pour répondre à leurs besoins, même s'ils n'avaient pas des besoins à la hauteur d'une classe spécialisée. Donc, il y a quand même eu des gains significatifs et avant, il y a eu des gains significatifs au niveau de notre diplomation et notre qualification dans notre organisation aussi. Donc, on peut voir avant l'arrivée de la pandémie, là, donc on a eu des petits reculs avec la pandémie, mais avant la pandémie, on avait vu une augmentation quand même assez significative de notre taux de réussite de diplomation et de qualification de nos élèves. On avait vu aussi qu'on amenait davantage d'élèves jusqu'en troisième secondaire. On amenait davantage d'élèves au secondaire sans année de retard. Donc, tous des indicateurs qu'on s'était dotés qui sont des facteurs de vulnérabilité chez nos élèves. On avait amélioré en grande partie là, ces indicateurs-là. Et c'est, d'après nous, là, au niveau de la direction générale, c'est en grande partie par rapport à cette philosophie-là là, qu'on avait amenée. J'ai l'impression que ces résultats que vous obtenez après 7 ans, ça aide aussi à convaincre les gens qui sont moins convaincus que c'est peut-être la bonne façon de faire, hein? Parce que là, vous voyez des résultats tangibles. Là. Ben, on voit les résultats. Oui, c'est pertinent, mais c'est un travail quand même de tous les jours. Je dois avouer, parce qu'on a toujours du nouveau personnel qui se greffe, des nouveaux gestionnaires qui arrivent, qui n'ont pas pris part à la réflexion initiale. Des gens qui ne comprennent pas, puis souvent, quand on a peur ou qu'on n'a pas les outils nécessaires pour répondre aux besoins, bien, notre premier réflexe, c'est de dire il y a quelqu'un de plus compétent que moi qui va pouvoir s'en occuper. C'est de défaire ça, c'est de travailler aussi à ce que les gens démontrent une ouverture à travailler en équipe, puis à vouloir collaborer autour d'un élève. Donc, ça aussi, c'est un élément de collaboration qu'on a amené comme organisation, culture collaborative, de travailler autour d'un élève, d'impliquer aussi l'élève dans les décisions. Au primaire, on a fait des pas, au secondaire également. Ce n'est pas encore parfait. On veut se doter, on veut travailler davantage sur le projet de vie de l'élève, on veut travailler sur différents éléments, sur notamment le plan d'intervention autodéterminé. C'est des éléments sur lesquels on veut travailler, qu'on a dû peut-être un peu mettre sur la glace là, dans les 2 dernières années en raison du contexte, mais qui vont être la suite logique là, de ce qu'on a entrepris. Mais ce qui est difficile, c'est de continuer de maintenir cette flamme-là et de continuer d'alimenter les nouvelles personnes qui se greffent à l'organisation parce qu'il y a un roulement quand même important actuellement. Et l'autre élément qui vient complexifier, en plus de la pandémie, c'est tout le contexte de pénurie de personnel dans lequel on est plongé actuellement au Québec. Donc, souvent, on fait des gains en disant on va garder l'élève, mais on va lui donner un accompagnement particulier dans la classe. On n'a plus nécessairement des ressources humaines pour faire ces ajouts-là. Donc, il faut être créatif et penser à d'autres façons, d'autres modalités. C'est un défi actuellement qu'on a actuellement là, dans notre organisation. J'ai envie de te poser une question audacieuse, Nicolas. Alors, si tu n'as pas de réponse, c'est OK. Mais ce que je me demandais, c'est si tu pouvais changer le système,
Tu sais, si on avait une sorte de baguette magique, disons, puis qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec le système pour faire en sorte que les défis dont tu nous parles là se résorbent plus facilement, ça serait quoi qu'on ferait si on pouvait changer le système québécois? Si on pouvait changer le système québécois, il y aurait vraiment une vision très claire d'inclusion qui émanerait du ministère de l'Éducation, encore plus claire qu'elle l'est là, qui serait portée aussi. Il y aurait aussi une obligation de formation continue encore mieux structurée au niveau des conventions collectives et de la loi sur l'instruction publique, que je peux mentionner ici. Et également, l'autre élément que j'ajouterais, c'est que j'en ferai une mission provinciale, là. Donc, il faut que ça soit porté par tous les acteurs. Et je dirais également que la formation initiale là, de nos enseignants peut être améliorée pour leur donner un coffre à outils un petit peu plus grand à leur sortie de l'université pour affronter la nouvelle réalité de la diversité des besoins des élèves dans nos classes. Donc, ça me prendrait 3 vœux, pas un seul, là, ça m'en prendrait au moins 3, mais ça serait un bon départ. On avait fait des gains importants avec la politique sur la réussite éducative, là, Oui, tout à fait. mais il semble avoir été un petit peu oublié là, dans les dernières années. Angela, je pense que tu voulais intervenir. Ben oui, je voulais intervenir. Moi, j'ai tellement de questions, là. Je me dis, une demi-heure, ça ne va pas être assez avec Nicolas. Puis lorsque, tu sais, je t'écoute parler, puis au tout début, tu as mentionné que c'était un chantier vers la réussite éducative. Puis je me dis, oui, c'est vrai que c'est un chantier, c'est un bon terme à utiliser parce que c'est un pas à la fois. Puis des fois, ben, on recule un petit peu, mais on avance, aussi longtemps qu'on avance, on se dit qu'on est qu'on fait la bonne chose, hein. Plus tôt, tu as parlé de différents éléments que vous avez mis en place pour assurer la réussite. Puis, tu as mentionné 2 choses que peut-être, je crois que peut-être les gens qui nous écoutent aimeraient en savoir un petit peu plus long. Il y a les professionnels en inclusion scolaire. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Puis, vous avez expliqué un petit peu les enseignants lead aussi, mais peut-être dire la différence entre les deux, puis peut-être qu'est-ce qu'ils apportent à l'enseignant de la salle de classe ordinaire. Oui. Bien, le professionnel en inclusion scolaire, c'est qu'on est allé chercher des professionnels qui travaillent au niveau du centre de service, au niveau des services éducatifs de notre organisation, qui ont des valeurs très, très fortes d'inclusion et qui ont aussi un coffre à outils très bien garni pour soutenir cette inclusion-là. Donc, eux, ils jouent un rôle conseil auprès de toute l'organisation et amènent vraiment une vision de qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la classe pour maintenir l'élève dans la classe régulière. Donc, ils travaillent vraiment dans la classe régulière, ces professionnels à l'inclusion-là, quand on a de la difficulté avec un comportement ou des problèmes d'apprentissage d'un élève. Donc, c'est deux professionnels, 2 au primaire puis 1 au secondaire, maintenant, depuis quelques années au secondaire qu'on a ajouté, qui ont ce rôle-là, un rôle conseil d'accompagnement des équipes écoles pour soutenir. Et ces professionnels-là sont venus s'ajouter à une équipe là, déjà très bien constituée de professionnels au niveau des services éducatifs, mais qui avaient plus une expertise clinique ou pédagogique. Donc, eux, c'est des professionnels qui ont une expertise et pédagogique et clinique pour être capables d'intervenir selon les besoins spécifiques de certains types qui sont dans nos écoles. Pour ce qui est des enseignants lead, les enseignants lead, ce sont des enseignants qui sont dans les milieux actuellement, qui sont dans nos établissements et qui jouent un rôle de leader et qui sont réseautés ensemble en différentes communautés d'apprentissage, communautés de pratique, je devrais plutôt dire, soutenus par nos enseignants, nos professionnels en inclusion scolaire, qui amènent les bonnes pratiques et eux ont un rôle de venir soutenir les collègues dans l'école. Donc, qui peuvent avoir des difficultés à inclure certains élèves, mais on va travailler beaucoup les pratiques efficaces. On va parler beaucoup d'accompagnement des enseignants avec ces gens-là. On va travailler avec eux autres sur la conception universelle d'apprentissage, etc. Donc, il y en a dans chacun de nos milieux primaires actuellement des enseignants en lead. Et j'ajouterais à cela, depuis l'an passé, bien, on a mis en place, nous, des enseignants, pas des enseignants, des aides enseignants, des aides à la classe.
Donc, oui, il y a un projet pilote au niveau national, au niveau du Québec actuellement sur les aides à la classe. Nous, on est allé un petit peu plus loin que ce projet pilote-là. Là. Toutes nos écoles primaires, sans exception, même s'ils ne font pas partie du projet pilote national, ont des aides à la classe. Et on a essayé de faire une pierre deux coups, de travailler sur notre pénurie de personnel au niveau des services de garde, parce qu'on a des gens qui travaillent en service de garde, qui sont éducatrices en service de garde, mais qui ne travaillaient que le matin et le midi. Donc là, on fait des horaires attractifs pour les garder, mais on les fait travailler entre les deux et ils font de l'aide à la classe dans nos classes au primaire. Donc, avec des tâches là, vraiment reliées à l'aide à la classe, on est allé voir avec Nadia ce qui se faisait dans d'autres provinces et on a modelé notre fonctionnement là-dessus qui a été pris, qui a inspiré énormément notre gouvernement, là, notre ministère là, à mettre en place le projet d'aide à la classe là, dont on entend parler actuellement. OK. Puis, dernière question sur ceci. Comme les enseignants lead, là, comment est-ce que vous les avez convaincus ou encouragés de prendre ce poste-là? Parce que c'est différent, tu sais, ils doivent faire quelque chose qui n'est pas ordinaire d'une salle de classe. Peut-être ça leur demande un petit peu plus de travail. Comment vous les avez choisis? Comment vous les avez comme convaincus de faire ça? C'est sûr qu'on a fait un appel de candidature dans un premier temps en ciblant des gens qui avaient un bagage puis une ouverture à travailler avec cette clientèle-là, mais aussi il y a eu des conditions gagnantes qui ont été apportées dans le sens que certaines directions ont ajouté des libérations à ces enseignants et enseignantes-là pour qu'ils puissent assister à la communauté de pratique, mais aussi pouvoir réinvestir. Et ils vont, dans les rencontres du personnel, ils vont jouer un rôle, ils vont faire des capsules, ils vont alimenter, ils vont aller rencontrer les nouveaux enseignants ou les enseignants qui ont certaines difficultés. Donc, c'est vraiment incarné là, dans notre organisation. Et il y a maintenant des mentors qui se sont ajoutés à ça, mais on a décidé de garder quand même nos enseignants lead pour ne pas, même s'ils jouent parfois un peu le même rôle, avec les nouveaux, mais on a encore quand même chez nous et des mentors et des enseignants lead pour s'assurer qu'on rayonne encore plus. Le but, c'est de rayonner et de se rendre jusque dans la classe parce que c'est là que ça se joue véritablement. C'est bien. Nicolas, il nous reste peu de temps, puis je vous l'ai déjà dit au centre de service, mais pour ceux et celles qui écouteront, je veux le redire. Dans ce que tu as témoigné là, de ce que vous avez fait, je pense qu'il faut quand même souligner le sérieux de la démarche. On est dans une analyse en profondeur, dans des réflexions de fond. Tu l'as nommé, aller voir les connaissances issues de la recherche, s'inspirer de ça. Alors, vous avez vraiment fait un travail colossal en profondeur, je dirais, puis très certainement que les gains que vous avez enregistrés sont tributaires aussi de tout ça. Moi, j'aimerais juste entendre. Qu'est-ce que tu dirais à une direction d'école ou à un centre de service scolaire en contexte québécois qui dit, bah, tu sais, au Québec, l'inclusion, c'est pas encore une orientation claire. Est-ce que c'est vraiment faisable? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire pour que peut-être ils fassent le pas pour aller vers des pratiques plus inclusives? Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'on a des gens qui sont en souffrance dans nos établissements actuellement. Et puis quand je parle d'intervenants ou qui trouvent la tâche lourde ou qui n'ont pas le coffre à outils pour intervenir, et je crois que lorsqu'on adresse ce propos-là, puis qu'on le prend sur le bon angle, on aide ces enseignantes-là, ces intervenants-là. Et par le fait même, on aide aussi nos élèves parce que j'ai toujours eu un malaise à exclure dès l'âge de 5 ans ou 6 ans un élève de la société en lui disant « Toi, tu ne seras pas dans le régulier, tu vas directement en classe spécialisée et qu'on fait déjà le choix comme société de t'exclure de la norme, je vais le dire comme ça. Donc, il y a quand même des valeurs très profondes à établir. Ce que je dirais à une autre organisation, c'est que ça doit être porté par toute l'organisation, un changement comme celui-là, à toutes les étapes du processus. La direction générale ainsi que les directions d'établissement doivent adhérer et être mobilisés pour y arriver, pour que ça se rende jusque dans les classes. Il est là le défi. Ce n'est pas de convaincre les gens, c'est d'accompagner suffisamment les gens pour que les pratiques
et la philosophie se rende jusque dans les classes pour que ce soit les élèves qui en soient les plus grands gagnants et par le fait même que nos intervenants et enseignants soient bien aussi là, avec la clientèle qui se retrouve devant eux au quotidien. Et puis, je ne parle même pas de classes spécialisées, là, je parle de la clientèle actuelle de nos écoles, nos classes régulières. Voilà, c'est ce que je fais comme recommandation actuellement. Merci. Merci, Nicolas. J'aurais envie de conclure avec peut-être une tranche de vie personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été scolarisée à l'époque à la commission scolaire des premières seigneuries. Oh, OK. À l'école, j'ai fait mon secondaire, en fait, à la seigneurie, donc qui est à côté de vous, Oui. littéralement. Oui. Et j'ai un petit frère qui a une trisomie 21 qui a été lui aussi scolarisé, mais comme vous le dites, dès l'âge de 5 ans, il a été mis dans une classe spécialisée et il a œuvré toute sa scolarisation. Il l'a fait en classe spécialisée. Et ça me touche donc beaucoup de voir cette réflexion-là, de voir que maintenant, il y a comme la réflexion, le désir, de sortir ces élèves-là, comme mon frère, des salles de classe spécialisées, puis de les faire vivre directement dans la société parce qu'évidemment, ils ont tellement à apporter, tant aux autres élèves qu'aux enseignants qu'à la société en général. Alors, je trouve ça vraiment inspirant, le travail que vous faites dans votre centre de service, dans un contexte où vous êtes vraiment pionnier, en fait. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître, puis il faut le dire. Alors, j'aurais juste envie de dire merci pour toutes ces réflexions-là, puis continuer parce que ça fait une différence. Alors, merci pour le temps aujourd'hui. Angela, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on complète. Non, je trouve, premièrement, merci beaucoup, hein, parce que je trouve que la demi-heure a passé très rapidement. Oui, effectivement. Puis, il faudra peut-être faire une deuxième partie plus tard, puis ça serait très intéressant de voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans vos salles de classe. Vous parliez, puis là, j'avais toutes sortes d'images, puis je vous remercie, puis bravo. Ça a l'air très, très intéressant. Et merci à vous, ça me fera plaisir. Merci et à la prochaine tout le monde pour une prochaine épisode de notre série Parlons d'inclusion.